Bonjour à tous, bienvenue dans Parlement Hebdo, 45 minutes d'actualité politique avec Aude Morakini. Bonjour. Bonjour Mickaël et bonjour à tous. On va commencer cette semaine politique avec, entre autres, les journées parlementaires des partis de la gauche. Les Verts étaient à Nantes, le Front de gauche en région parisienne et l'ensemble du gouvernement et parlementaires socialistes étaient, eux, réunis à Dijon. Les sujets de friction étaient nombreux. Parmi ces sujets, le premier test pour la majorité, c'est le traité budgétaire européen présenté en Conseil des ministres. Il divise la gauche, les communistes, une partie des écologistes et quelques membres de l'aile gauche du PS combattent le projet de loi, tandis que le Premier ministre appelle à la solidarité et à un vote massif. Et puis nous parlerons de ces caricatures qui déchaînent les passions. Charlie Hebdo, qui n'en est pas à son coup d'essai, publie cette semaine des dessins qui tournent en dérision le prophète Mahomet. Colère, embarras à la tête de l'État, le débat sur la liberté de la presse est engagé. Et avec nous pour commenter l'actualité cette semaine, Jean-Vincent Placé. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors vous êtes depuis près d'un an sénateur de l'Essonne, président du groupe écologiste au Sénat. On peut dire que vous êtes un homme politique heureux puisque vous avez d'abord réussi à négocier un groupe au Sénat. Vous avez aussi négocié l'accord avec le PS. C'est donc, on peut le dire, un peu grâce à vous si votre parti qui a fait 2% à l'élection présidentielle se retrouve aujourd'hui avec 17 députés à l'Assemblée et 2 ministres au gouvernement. Là-dessus, vos amis écolos vous sont plutôt reconnaissants. Jérémy Hartmann leur a tendu le micro lors de vos journées parlementaires. Regardez. Jean-Vincent, c'est vrai, était plutôt au départ un homme d'appareil, disons. Quand il est venu chez les Verts, il y a une dizaine d'années. Je sais qu'il a été élevé dans le milieu des avocats, qui m'est cher, et que son père est avocat, je crois qu'il l'est encore d'ailleurs, et que donc peut-être il y a acquis cette espèce d'habitude de la dialectique, de la négociation, et qu'il aime ça. Les gens savent ce que nous lui devons dans la construction politique dans laquelle nous sommes actuellement, qui veut que nous soyons présents dans les deux assemblées, le Sénat, l'Assemblée nationale, que nous soyons présents au gouvernement. À un moment, on l'a bien vu, il essayait d'être ministre, il se montrait un petit peu, il adore les caméras, tout ça, ça n'a pas marché. Il est parfois critiqué parce qu'il dit les choses assez franchement et directement, sans détour. J'ai toujours regardé avec beaucoup de distance les mâles dont la testostérone amène à mener le ton un peu haut. Ils font ça entre eux. On n'est jamais trop ambitieux en politique, hein. Il est certain qu'il le dit en plus. Hein. Est-ce que ça lui portera tort? Il est possible que ça peut être un handicap quand on montre trop les dents. Et lui, il montre les dents. Bon, Jean-Vincent Placé, ça commençait bien, ça continue Ouais. en dégénérant un petit peu. Donc, bon négociateur, ça, certes, mais un peu trop ambitieux. C'est une qualité en politique. Mais c'est pas une qualité ou un défaut. Moi, je dis les choses. D'ailleurs, c'est toujours terrible, c'est que tout le monde trouve normal que quelqu'un du MP ou du PS ou même un communiste veuille exercer des responsabilités. Et je sais pas pourquoi les Verts, soit on est des babacools en sandales. Une mauvaise image? Non, pas du tout, mais s'il y a un côté caricatural systématiquement, et soit alors quand on devient sérieux, institutionnel, crédible, et je pense un peu compétent sur quelques dossiers, ça y est, tout de suite, on s'institutionnalise, on veut avoir absolument les postes à tout prix, etc. Non. C'est Vous vrai avez que... bien entendu, animal politique. Non, mais c'est vrai? Je pense que, d'ailleurs, c'est pas moi qui dis ça, c'est Nicolas Sarkozy, c'est que quand on veut faire la politique, il vaut mieux être politique. Voilà, donc ça, j'ai toujours dit. Et puis Donc, par avec ailleurs. une dose d'ambition indispensable. Ce qui compte, c'est la conviction. Moi, je veux dire, je suis en plus personnellement d'une famille plutôt d'origine de droite. Je suis le seul de toute ma famille depuis l'ensemble des générations à voter à gauche. Et vraiment, c'était pas du tout pour me fâcher avec mes parents, c'est parce que j'ai une construction personnelle des valeurs de la gauche. Et j'assume de le dire, je suis devenu écologiste grâce à Michel Crépeau, grâce à des gens comme François de Rugy aussi, ou Noël Mamère, que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand j'étais assistant parlementaire. Déçu quand même de ne pas être entré au gouvernement? Alors là, je vais vous le dire, pour être totalement franc, pas du tout. Mais alors pas du tout, je n'ai pas à regret une seconde. Ça paraissait logique après ce parcours justement d'institutionnalisation du mouvement, et y compris le fait d'avoir des responsabilités, comme pour ma part au Sénat, puis avec le souci de vouloir apporter au pays, à la France, pour lequel j'ai une passion. Moi, je suis un passionné de la France, donc voilà. Mais pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà, nos représentants
Cécile Duflot et Pascal Canfin, ils sont remarquables. Hein, je crois Oui, que la parole a l'air d'être un petit peu super contrainte aussi, boulot. ce qui vous aurait pas Non, vraiment non, c'est arrangé, même pas hein. ça. Et puis comme par ailleurs, on le sait sur le pacte budgétaire européen, sur la loi organique, sur la politique fiscale et budgétaire, j'ai quand même pas mal de nuances. Je suis beaucoup plus à l'aise dans la fonction qui est la mienne. Et voilà, je vais vous dire donc des convictions, parce que ça c'est très important. Et j'ai celle-là, la gauche, l'écologie pour moi, c'est dans la gauche. Pouvoir avoir la libre parole. Bosser, mais pas que la libre parole, parce que moi je veux peser, et c'est ça qui fait le truc, c'est la question du pouvoir, et moi je la pose très clairement, parce que comme justement la crise écologique est de plus en plus vive, eh bien on a besoin de changer les choses et rapidement. Alors on va développer tout ce qui s'est passé cette semaine, et en ce lundi, c'est une tribune qui est publiée dans Le Monde qui pose polémique. Ils sont 75 députés et signent une tribune dans Le Monde. Ils veulent faire respecter la proposition numéro 50 de François Hollande, le droit de vote des étrangers aux élections locales. Pas une priorité, leur dit Manuel Valls. Le Premier ministre dit que ce sera respecté. Le reportage de Jean-Baptiste Daoulas. Le texte a des airs de rappel à l'ordre. 75 députés socialistes font la une du Monde avec une tribune. Ils réclament le droit de vote aux élections locales pour les immigrés installés légalement en France depuis au moins 5 ans. C'était l'un des engagements de François Hollande pendant la campagne. Le droit de vote aux résidents étrangers aux élections municipales et sans qu'ils puissent être éligibles à la fonction de maire ou d'adjoint n'a rien à voir avec je ne sais quelle soumission à telle ou telle religion. Et pourquoi donc ? Mais plutôt à voir avec l'intégration et le respect de ceux qui payent des impôts ici et peuvent, aux élections locales, participer au scrutin. Mais aujourd'hui, le droit de vote des étrangers n'est pas la priorité du gouvernement. La faute à un calendrier parlementaire engorgé par le traité budgétaire européen et les lois de finances. Au rayon des réformes de société, le mariage homosexuel est passé avant le droit de vote des étrangers. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, estime même qu'il n'y a pas d'urgence. Bien évidemment, il n'y a pas d'urgence au sens économique du terme ou au sens social du terme, c'est évident. Mais en y regardant du plus près, je pense qu'il y a une urgence de cohésion sociale dans notre pays. Le président de la République l'a dit tout au long de la campagne. Eh bien, aujourd'hui, il faut que nous donnions des signes. Pendant la campagne, François Hollande avait évoqué l'année 2013 pour instaurer le droit de vote des étrangers. Une date que les signataires de la tribune sauront lui rappeler. Jean-Vincent Placé, on va rappeler simplement que le Sénat a déjà voté une proposition de loi dans ce sens, une proposition de loi qui émanait de votre groupe, Les Verts. Manuel Valls qui dit à l'ensemble de la gauche, c'est pas une priorité du moment. Il a tort ? Oui, il a tort. Bien sûr qu'il a tort. On en a parlé beaucoup pendant la campagne présidentielle. Le président François Mitterrand l'avait proposé en 1981. 30 ans que ça dure, hein. Donc ça fait 30 ans que ça dure. Ça a déjà trop duré. D'ailleurs, le Premier ministre a redit bien les choses. Hein. Ça sera, je l'espère, au premier trimestre 2013. D'ailleurs, vous savez comment cela se passe. Il y a les projets de loi et les propositions de loi issues du Parlement. Si cela n'arrivait pas assez vite, nous-mêmes, nous proposerions par voie parlementaire d'accélérer le processus. L'autre question quand même qui se pose. C'est essentiel. Il y a, je crois, 1,8 million d'étrangers qui sont là depuis plus de 5 ans en France. Ils sont dans les associations, ils sont dans les parents d'élèves, ils sont dans les conseils de prud'homme. Enfin bon, voilà, c'est bien naturel et c'est force de cohésion, d'intégration et par rapport au pacte. Des élections locales, hein. On est bien Oui, d'accord. mais même, alors je vais vous dire, moi je suis pour même aller plus loin, je suis même pour qu'il y ait des maires adjoints, des maires à terme, voilà. Donc, mais après, on a trouvé un accord avec le Parti socialiste pour justement pour qu'on aille sur les élus locaux et qui ne sont pas dans les exécutifs, qui ne seront pas d'ailleurs des élus des électeurs pour les sénatoriales. Et je crois que le projet de loi est très équilibré, il est ouvert et puis il a un périmètre qui correspond à une logique politique qui est portée par le président de la République, par le Premier ministre, par l'ensemble de la majorité. Et donc j'espère que ça va bien se passer au premier trimestre 2013. Sur le plan très politique, Jean-Vincent Placé, il faudra, pour changer la Constitution, avoir ce qu'on appelle les 3/5. Oui. Pour cela, pour l'instant, la gauche et la majorité sénatoriale et parlementaire à l'Assemblée, c'est pas suffisant. Non, il manque 30 voix. Il manque 30 voix. Vous allez les chercher où ? Au centre ? Oui, il faut les chercher ailleurs, forcément. Donc les socialistes, le Parti communiste, nous, les écologistes. Et alors vous commencez à parler au Sénat, que ce soit les socialistes, les Verts, avec les centristes dont vous parlez ? On a eu la discussion déjà au Sénat à l'automne dernier, vous le rappeliez. Donc et là, les centristes on ont voté continue, oui, mais on discute.
je ne citerai pas forcément les gens, mais on discute évidemment avec le MoDem, avec les centristes qui sont républicains. Bon, voilà, donc, et très rapidement, tout plutôt qu'un référendum, parce qu'on voit selon les derniers sondages, que les Français sont plus trop pour. Moi, je suis particulier dans ce pays, si j'ose dire, c'est que je suis opposé à l'élection du président au suffrage universel direct, et depuis longtemps, mais bon, c'est pas l'objet du jour, donc je ne développe pas. Je suis opposé au référendum, à la différence de mes petits camarades, y compris européens, qui ont une passion pour tous les référendums, sauf sur la question européenne, mais ça on y reviendra. Donc moi je suis constant, je suis pas pour les référendums. Après, le président de la République, lui, a pris des engagements, il a dit si ça passe pas au Congrès, je fais référendum. Donc moi je suis soucieux de soutenir fidèlement le président de la République. Vous n'êtes pas sûr de passer par référendum non plus. Mais d'accord, mais la politique, ça consiste pas à chaque fois à mesurer le fait que ça soit certain. Quand le président de la République a été candidat, je suis pas persuadé qu'il y a 18 mois, il était sûr d'être élu. Donc voilà, à un moment, il faut être courageux. Moi, je suis pas, en plus, je dis pour le faire référendaire, mais qu'à partir du moment où le président de la République l'a dit, il faut qu'il tienne ses engagements. Allez, lundi toujours, un autre député socialiste fait l'actualité, c'est René Dosière, le député de l'Aisne, éternel pourfendeur des gabegies de l'État, sort un livre et fait une conférence de presse. Il propose 50 propositions pour économiser 15 à 20 milliards d'euros. Petit résumé avec Elisa Bertholomé. 50 propositions pour un État exemplaire. Et parmi elles, une réforme des collectivités territoriales. Une manne financière colossale qui engendre de nombreux gaspillages. Leur volume est énorme, 240 milliards. Bon, et avec une croissance très forte. Et donc, si on organisait mieux les collectivités locales, eh bien, c'est l'une des réformes que je propose. À ce moment-là, on aurait une croissance des dépenses moins forte et on pourrait faire 15 à 20 milliards d'économies. Proposition majeure du député, regrouper la commune et l'intercommunalité. Ce nouvel échelon permettrait de réaliser des économies de personnel et de services. Mais d'autres institutions de l'État sont aussi pointées du doigt. Par exemple, René Dosière invite l'Élysée et le gouvernement à diminuer leurs effectifs et préconise de soumettre à l'impôt l'indemnité de fonction des parlementaires. Quand on fait des économies en matière de train de vie, tel qu'on l'entend, les économies sont faibles. Mais leur valeur d'exemplarité n'a pas de prix. Elle est considérable et si on ne les fait pas, on ne pourra pas demander aux Français de faire des efforts. Des mesures plus symboliques que rentables. Au-delà des économies, le député veut montrer aux citoyens que leurs élus ne vivent pas en dehors de la réalité. Alors Jean-Vincent Placé, on va s'arrêter sur une proposition qui vous concerne directement, puisque René Dosière suggère que soit supprimée la réserve parlementaire du Sénat. De quoi s'agit-il? Environ 120 000 euros par sénateur qui sont attribués pour financer des projets dans vos circonscriptions. Ce que n'aime pas René Dosière, c'est que, en quelque sorte, ça favoriserait, en favorisant certaines mairies, les sénateurs s'achèteraient quelques voix de grands électeurs. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une vision complètement caricaturale de la vie politique. Ça voudrait donc dire qu'à chaque fois que, par exemple, un président ou un gouvernement propose une mesure en destination de tel ou tel territoire ou de telle ou telle catégorie, l'objectif... Il y a quand même un mode spécifique d'élection des sénateurs qui fait que ces mêmes maires sont appelés à voter pour mais quand on fait des mesures, par exemple, pour telle ou telle association au niveau national, c'est les gens qui sont l'association pourraient se dire « Ah, ben, on les achète, etc. » C'est quand même une vision extrêmement caricaturale. Vous, concrètement, votre réserve parlementaire, elle se monte à combien? 140 000, d'ailleurs, parce que je crois que c'est tout le monde. Et nous, à gauche, quand on est arrivé, on a pris la somme globale et on l'a divisée par le nombre de sénateurs, y compris ceux de l'opposition, alors que quand nous étions, nous, dans l'opposition, il y avait des sommes assez mirifiques pour tel ou tel grand dignitaire du Sénat, comme on dit. Pour qu'on comprenne bien, quoi. Alors vous, ça, par exemple, ça finance des projets des collectivités locales. Moi, j'ai critérise sur les projets écolos. Donc, il y a une commune, l'unique commune d'Île-de-France et dans mon département, évidemment, qui a installé des éoliennes. Donc, moi, c'est notamment grâce à moi qu'il y a des éoliennes en Île-de-France. Et puis, des écoles, des crèches, des structures de solidarité. Moi, en gros, c'est les projets écolos, les projets de solidarité, les projets de démocratie locale. C'est votre exemple personnel, mais vous avez peur que les autres sénateurs, eux, n'appliquent pas. Alors, attention, moi, j'ai mis ça tout j'ai une petite feuille... que je distribue, voilà, il y a un petit tableau. Ce que je pense qui est important, c'est la transparence absolue. De la même manière que d'ailleurs pour les frais de mandat, je pense qu'on doit dire ce qu'on fait et ce qu'on dépense. Mais après, moi je le dis très tranquillement, le Parlement français a longtemps été croupion dans la Ve République parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Il y a des moyens pour les sénateurs, les députés, il y a des moyens pour l'administration, il n'y a pas de moyens de bien travailler. Par exemple, on a un nombre de collaborateurs ridicule par rapport à même des cabinets de maires de 10, 15, 20 000 habitants. Et je peux vous dire que quand on devient jeune sénateur comme moi et qu'on ne cumule pas, on comprend pourquoi les autres voulaient cumuler. Parce que justement, on a peu de moyens pour faire la loi,
expertiser, contrôler, évaluer la dépense publique. Et là-dessus, vous voyez, aux États-Unis, moi je ne suis pas un fanatique des États-Unis sur le plan de la démocratie, mais le Congrès et le Sénat américain, ça marche. Ils ont des collaborateurs. Donc oui, pour la et ils ont réserve, des mais moyens. dans la transparence. On a compris. Jean-Vincent Placé, on va parler de votre parti. Nous sommes mardi et les parlementaires verts sont réunis pour 24 heures. Avec un groupe à l'Assemblée et un autre au Sénat, les parlementaires verts prennent du poids et le font grandement sentir à leurs partenaires de la majorité, notamment au Parti socialiste. Ils sont venus participer à cette journée parlementaire à Nantes. C'est un reportage de Pierre Lascar. Aux journées parlementaires d'Europe Écologie Les Verts, Delphine Batho, la ministre de l'écologie, était venue assurer le service après-vente de la conférence environnementale. Je viens d'abord pour parler de la transition énergétique et aussi des résultats de la conférence environnementale, que je conçois seulement comme un point de départ. Donc il reste beaucoup de travail à accomplir ensemble. Une conférence environnementale qui a surtout permis d'atténuer les tensions entre verts et socialistes sur le nucléaire ou encore le gaz de schiste. On a eu, je crois, quelques mois où il fallait que la nouvelle majorité, et notamment au sein du gouvernement, se cale. Il y avait beaucoup de nouveaux ministres, quelques maladresses, des ajustements de portefeuille, mais surtout ce lien écologie, sortie de crise économique, sortie de crise sociale a été affiché, donc c'est un bon cap. Mais d'autres questions pourraient venir semer la discorde parmi les parlementaires écologistes. En haut de la liste, le futur traité budgétaire européen, le TSCG. Et sur ce point, Cécile Duflot préfère prendre des gants et botter en touche. Moi, ce qui guide mon action et ma conviction politique, c'est bien le cap qu'on va fixer à l'Europe, les moyens qu'on va donner à cette politique, le soutien à ce président de la République de gauche dans un univers politique européen qui n'est pas favorable à nos idées. En suspens aussi la question épineuse de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Jean-Marc Ayrault, qui soutient ce projet, avait d'ailleurs été invité à ces journées parlementaires. Il a finalement décliné l'invitation. Jean-Vincent Placé, vous êtes partenaire, vous êtes allié, mais pas vraiment la lune de miel, hein, visiblement, de ce qu'on comprend sur pas mal de thèmes. C'est le problème des mariages, c'est pas toujours la lune de miel. Mais pour aller plus loin, ça veut dire qu'il y a vraiment des problèmes avec le Parti socialiste. Non. Votre accord a tenu finalement quoi, 3-4 mois? Mais non, mais l'accord il est là, nous sommes dans la majorité, nous soutenons le président de la République et je dis pas ça pour vous. Hein. Il faut pas avoir de vision puérile de la vie politique. On n'est pas, moi je suis pas Parti socialiste, ils sont beaucoup plus productivistes que nous, très lourdement même. Parfois ils ont même des visions industrielles assez classiques du passé. Il y a peut-être une petite tendance un peu libérale, on le voit aussi, ou alors à toujours tout ménager. Bon voilà, donc ça fait peut-être d'ailleurs la force d'un parti de gouvernement et ils sont là, c'est très bien. Nous voulons pas seulement être l'aiguillon, le poil à gratter, nous voulons peser dans un temps politique où les Françaises et les Français, d'ailleurs, ils l'ont montré à l'élection présidentielle, ne sont pas forcément très réceptifs à nos idées. Nous pensons que nous sommes importants dans la majorité parce que justement les enjeux de la planète sont là. Vous êtes un petit peu à l'étroit dans cette majorité. Non, on n'est pas à l'étroit. D'accord, mais un peu à l'étroit. On est au rapport de force que les Françaises et les Français ont acté. Donc on a fait un très mauvais score à présidentiel. Quelque part, je suis sûr que ça a pesé dans les réflexions de nos gouvernants dans les 3 premiers mois. Je suis très content aussi du cap général de François Hollande à la conférence environnementale où il indique justement ce lien extrêmement important de la transition énergétique et écologique, qui n'est pas un frein à l'emploi, qui n'est pas un frein au développement. Ça, c'est notre axe principal. On dit protéger la planète, faire en sorte que les emplois soient là, notamment les emplois durables et non délocalisables, que le pays soit dans le redressement, dans la justice. Donc ça, ce sont ces thèmes-là. Pour vous, l'environnement n'est pas sacrifié sur l'autel de la crise. Et vous êtes justement, on verra. Optimiste. Pourquoi François Hollande, et j'ai cette immodestie de le penser, pourquoi François Hollande fait aussi ce discours? C'est parce qu'il fait certes un arbitrage et que c'est un visionnaire et que c'est un bon président, mais c'est aussi parce qu'on est là. Appris la leçon, oui, bien sûr. Mais c'est aussi parce qu'on est là. Et pourquoi ça peut être une petite chance de se réaliser malgré le traité européen
malgré la rigueur et l'austérité budgétaire, c'est aussi parce qu'on est là. Parce que nous, pendant la loi de finances qui arrive et sur le financement de la sécurité sociale, on va peser sur nos thématiques, la biodiversité, la santé environnement, la fiscalité écologique. Et voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la force en vérité des écologistes, c'est même pas les deux groupes parlementaires, vous voyez, je le dis très fortement, c'est l'urgence déjà des idées écologistes. Et d'autre part, le fait que les citoyens, même si encore ils ont une difficulté à voter pour nous dans les élections sérieuses, type présidentielle, ils sont préoccupés et ils le sentent tous les jours. Je ne sais pas si on parlera des OGM, et vous avez vu l'étude qui est sortie. Moi, j'ai porté le débat sur le diesel et les particules fines qui font 40 000 décès par an. Voilà, donc moi, je ne suis pas dans le catastrophisme. J'alerte les Françaises et les Français qu'on est quand même en danger pour la planète et en danger pour leur santé. Juste une toute petite question subsidiaire, une curiosité. Il n'y avait pas Eva Joly lors des journées parlementaires. Elle n'est plus la bienvenue. On l'a vu à la fête de l'UMA, mais pas chez vous. C'est une bonne question. Il n'y avait pas non plus Daniel Cohn-Bendit, puisque vous ne me posez pas la question. Lui non plus, pas le bienvenu. Puisque, non, ils sont tous le bienvenu, toutes le bienvenu. Bon. Chacun vient donc quand... vous ne savez pas pourquoi elle n'est pas venue. Non. D'accord. Et bien mardi toujours, c'était la date limite de dépôt des parrainages pour les candidats à la présidence de l'UMP. Alors au siège du parti, c'est presque par brouettes entières qu'arrivent les parrainages de François Fillon et Jean-François Copé. Les autres candidats n'ont pas eu le nombre de parrainages suffisant. Yoann Rolla. Des dizaines de cartons déchargés d'une camionnette. Les parrainages de Jean-François Copé sont arrivés à la mi-journée au siège de l'UMP. 32 000 signatures annonce le camp du secrétaire général du parti. Il est alors sûr d'être en tête. Je suis vraiment très heureux de voir le nombre aussi important de militants qui m'ont apporté leur soutien dans cette première phase. Et ça m'a énormément ému parce que je vois bien derrière cela qu'il y a une adhésion à un projet auquel nous croyons profondément les uns et les autres pour la reconstruction de notre famille politique. Mais en fin d'après-midi, coup de théâtre. Nous avons reçu à ce jour 45 000 parrainages. Le chiffre a été gardé secret jusqu'à la dernière minute. Il dépasse de loin celui qui était avancé dans la matinée. Les cartons sont plus gros et plus nombreux. La bataille de l'image bat son plein. Vous avez pu contrôler tout à l'heure les apports d'autres candidats. Vous pouvez mesurer le volume que cela représente. Donc on est vraiment dans une bataille de chiffres. Il n'y a pas de bataille de chiffres, il y a une confiance forte des militants. Au-delà des candidats, 6 motions ont été déposées par les différents courants du parti. Toutes ces candidatures doivent désormais être vérifiées et les parrainages contrôlés un par un travail sous contrôle d'huissier qui prendra une dizaine de jours. Bon, vous regardez ça d'un peu loin, bien évidemment. Oui. Vous avez connu vous-même des affres de primaires internes d'un autre genre. Plutôt Copé ou plutôt Fillon, même si vous voyez ça de loin? Bon, moi je suis un politique, alors je préfère les plus politiques, donc, mais je suis pas sûr que ça va lui rendre service, donc il me semble que le secrétaire général sortant serait plus adapté à la bataille politique, mais après voilà, parce que Fillon, moi je trouve qu'il a le bilan de Sarkozy sans les qualités de Sarkozy. Ah, voilà, au moins ça le mérite d'être clair. Voilà, votre clair choix et est fait. Non, mais après, voilà. Voilà, on va passer au mercredi. C'est un texte sur lequel vous vous intéressez bien sûr énormément. C'est le texte sur le traité européen qui arrive en Conseil des ministres. Jean-Vincent Placé, le texte arrivera début octobre à l'Assemblée, puis un petit peu plus tard au Sénat. Il envenime bien sûr les relations entre les alliés de la majorité. Alors, mais qu'y a-t-il exactement dans ce texte? Quelques éléments de réponse avec Elisa Berthelomé. 2 chapitres composent ce pacte budgétaire européen. Premier volet, le traité sur la coordination, la stabilité et la gouvernance. Signé par Nicolas Sarkozy le 2 mars, il complète les règles déjà en vigueur en Europe et fixe un objectif. Les États doivent maintenir leur déficit structurel en dessous de 0,5% du PIB. C'est la fameuse règle d'or. Le traité arrive au Parlement le 2 octobre, mais le gouvernement doit encore convaincre les députés de le voter. Plus le message parlementaire, plus le vote sera fort, plus la voix de la France sera forte et plus nous pourrons continuer à travailler à la réorientation de l'Europe. Voilà le sens de la proposition que fait le gouvernement devant le Parlement. Pour être appliqué, ce traité doit être traduit en droit français. C'est le 2e volet, le projet de loi organique relative aux finances publiques. 3 propositions majeures vont être soumises au vote du Parlement. L'encadrement des crédits budgétaires et des dépenses sociales. La création d'un haut conseil des finances publiques placé sous l'autorité de la Cour des comptes. Sorte de vigie budgétaire, cette institution se prononcera sur les prévisions de croissance du gouvernement et sur leur respect.
La création, enfin, d'un mécanisme de correction en cas d'écart important par rapport aux objectifs de redressement des finances publiques. Un traité sévère que François Hollande a cherché à adoucir. En contrepartie de la règle d'or, le président français a négocié un pacte pour la croissance de 120 milliards d'euros sur 3 ans. Jean-Vincent Placé, on connaît votre position, vous êtes contre ce texte. Oui. Déjà, première question, est-ce que François Hollande, qui devait renégocier ce texte, a-t-il tenu parole, oui ou non? François Hollande, il a renégocié la situation économique et budgétaire et fiscale, incontestablement, avec ce qu'il appelle le pacte de croissance, qui a été présenté les 28 et 29 juin à Bruxelles, et les fameux 120 milliards, 60 BEI, en vérité que 10, mais ça fait effet levier, les 55 des fonds structurels et les 5 de project bonds, bon, très bien, y compris d'ailleurs sur des projets écolos. Après, tout le monde le reconnaît, et d'ailleurs on est obligé de le reconnaître, il n'a pas été renégocié, ce traité. Pourquoi? Parce que traité, c'est comme un contrat. Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, c'est ça? C'est le même à la virgule près? C'est le texte à la virgule près, en effet. C'est pour ça que vous voterez contre? Non, c'est pas que pour ça, c'est parce que effectivement, c'est Merkel-Sarkozy, c'est Merkozy, comme disait d'ailleurs Cohn-Bendit à l'époque, et il disait d'ailleurs beaucoup de mal de ce traité. Et c'est pas que les auteurs, c'est la réalité, vous l'avez dit dans votre très bon reportage, c'est la perspective du déficit structurel constamment à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de politique budgétaire. Ça veut dire aussi qu'il y aura des contraintes mécaniques très fortes qui seront décidées par, je suis désolé de dire, quelques technocrates de Bruxelles et personnes de très légitimes, parce que le Parlement européen, vous l'aurez constaté, est complètement absent du dispositif. Il était absent pour faire le traité, il était absent pour en débattre, il est absent pour le contrôler. Et puis, par ailleurs, il y a un élément qui a été oublié, mais qui est souvent oublié, c'est qu'en plus du déficit structurel à moins de 0,5, on nous incite à revenir sur la dette globale. C'est-à-dire qu'actuellement, la dette est à 90% du PIB, et il faudra aller à 60% et d'ici 20 ans. Donc ça va être encore plus de rigueur et d'austérité. Moi, je suis en plus pour le désendettement, parce que les 600 milliards Sarkozy, oui, est-ce qu'on a le choix? Parce que le poids de la dette est quand même gigantesque aujourd'hui. C'est vitam aeternam. Non, mais c'est vitam aeternam. Moi, et je porte un non-fédéraliste, parce que justement, je voulais qu'au niveau européen, il y ait un gouvernement économique, qu'il y ait une fiscalité, qu'il y ait des marges de manœuvre. Aujourd'hui, le budget européen, il est quand même très faible, et il faut aller au-delà. Donc, s'il n'y a plus de politique budgétaire en France et dans les États membres, et qu'il n'y en a pas non plus à Bruxelles, ça veut dire que c'est le marché qui va guider, et ça veut dire aussi qu'on ne pense plus que la puissance publique peut être offensive, y compris sur les politiques industrielles, d'où le débat que nous portons, nous, les écologistes, sur la conversion écologique de l'économie, sur les énergies renouvelables, sur la rénovation thermique des bâtiments, sur le transport collectif. Il faut de l'argent. Et nous, on veut non pas dépenser... Juste une question. Jean-Marc Ayrault l'a bien dit, il a signifié, il veut un vote massif. Les Verts, visiblement, peut-être voteront contre. En tout cas, c'est votre avis personnel, vous voterez contre. Oui. C'est quoi? Il y a un véritable problème. Il a tort de demander le vote massif sur ce texte. Ceux qui pourraient être réellement mécontents, ce sont justement ceux auxquels on avait dit que le traité allait être négocié. Je viens de l'expliquer, je crois, en quelques mots. Il ne l'est pas. Bon. Il y a un pari sur l'avenir. Moi, je pense que quelque part... Je parle sur un plan politique national. On est revenu un petit peu sur les contingences plus politiques. Les écologistes sont moins affirmatifs que vous. On a vu Pascal Canfin appelle à l'abstention. Cécile Duflot, on ne l'entend pas. C'est normal, ça, que les ministres... Déjà, vous savez, en temps normal, le ministre, généralement, il est là pour dire oui au chef du gouvernement. Et Pascal Canfin, de façon assez courageuse, je le dis, moi, il dit déjà abstention. Donc, déjà, le ministre, lui, dit abstention. Alors, ils devraient s'affirmer plus, tous les deux, vous pensez, dans une opposition? Mais on peut pas. Moi, je pense que moi, je suis pour la parole libre. Donc déjà, j'ai aucun problème. Même, je vais vous dire, ça va vous surprendre. Quand Montebourg dit qu'il est pour le nucléaire ou Valls dit qu'il est contre le droit de vote des étrangers, ça me choque pas. Il parle et moi, je suis pour le débat, à la différence de ce qui se faisait avant. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en arrive à la conclusion que déjà les ministres, ils racontent ce qu'ils veulent. François Rebsamen, qui est un ami, est opposé au non-cumul des mandats. Bon, ben voilà, donc on vient pas le caporaliser, François Rebsamen. Donc il y aura, je pense, des députés socialistes qui vont voter contre. Moi, avec nombre de mes collègues, j'ai l'intention de voter contre. Et par ailleurs, je vais vous le dire très clairement, y compris parce que justement j'ai ce raisonnement-là, s'il y a des parlementaires écologistes qui veulent voter oui parce que c'est leur conviction, et ben c'est le débat. Et ben voilà.
Très bien. Mais non, mais c'est important parce que comme ça chez les Verts. non, ça doit être comme ça dans la démocratie. Parce que la caporalisation, on l'a vu chez Sarkozy, ils faisaient des petites réunions le matin, ils envoyaient des SMS avec des éléments de langage, Pendant 2 jours, tout le monde racontait la même histoire, et on a vu où ça mène. Et ce qui est très important, c'est de ne pas tuer le débat et de se respecter. Et je sais que le Premier ministre nous respecte. On continue la semaine, Jean-Vincent Placé. Mercredi toujours, Charlie Hebdo récidive dans les caricatures de Mahomet. Dans un contexte marqué par les manifestations anti-américaines, l'hebdomadaire satirique publie des dessins caricaturant le prophète. Initiative accueillie évidemment avec embarras par les autorités françaises. Ahmed Tazir. En une, ce dessin. Un musulman en fauteuil roulant poussé par un juif orthodoxe avec ce titre « Intouchable 2 ». Après le film anti-islam diffusé sur Internet et la manifestation à Paris, la semaine a été très tendue. Mais le directeur de Charlie Hebdo reste serein. Pas de menace pour l'instant, j'ai pas de nouvelles en tout cas de ce côté-là. Et puis protégé par la police, ça fait 1 an qu'on est protégé par la police depuis l'incendie des derniers locaux. Et voilà, si c'est la condition pour s'exprimer librement en France, on sera protégé par la police. Mais là où Charlie voit liberté d'expression, le Conseil français du culte musulman voit une provocation. La liberté d'expression ne peut pas justifier l'insulte et la haine, l'incitation à la haine. Je ne pense pas que sous couvert de la liberté d'expression, une personne peut insulter une autre personne. Les autorités, par la voix du Premier ministre, invoquent la liberté de caricature tout en désapprouvant les excès. Si vraiment des personnes se sentent heurtées dans leur conviction et pensent qu'il y a eu dépassement du droit, nous sommes dans un état de droit et cet état de droit doit être totalement respecté, elles peuvent saisir les tribunaux. Ça s'est déjà produit concernant aussi cet hebdomadaire. Et Jean-Marc Ayrault de prévenir, la demande de manifester samedi prochain à Paris pour protester contre le film anti-islam sera rejetée. Par mesure de précaution, les ambassades, consulats et écoles françaises seront fermées dans une vingtaine de pays musulmans vendredi, jour de grande prière. On a vu Jean-Marc Ayrault qui a une réponse un petit peu alambiquée, un peu embarrassée. La liberté de la presse explique tout. Je trouvais Jean-Marc Ayrault très équilibré, pas du tout embarrassé. Il a dit la liberté. Vous avez pensé quoi, vous, de ces dessins ? Je suis d'accord avec Jean-Marc Ayrault, liberté de la presse, liberté de faire des caricatures aussi nulles soient-elles. On se moque un petit peu de la religion, ça peut passer dans le débat politique. On se moque de la politique, on embête le président de la République sur sa vie privée, etc. Bon, voilà, on a fait un petit peu beaucoup sur cette affaire de dessin, de caricature. Je suis pour la transparence maximale, je suis pour l'information maximale, je suis pour que tout se sache, j'ai pas de problème là-dessus. Après, moi je trouve aussi que les intégrismes sont quand même extrêmement préoccupants. D'ailleurs, je le dis aussi aux autorités religieuses, elles sont pas là pour justement brider la liberté de la presse, elles sont là pour dire aux fidèles qu'il faut pas tomber dans l'intégrisme et qu'il faut avoir beaucoup de recul par rapport à ça. Et puis, quand il y a manifestement, et c'est le rôle du Premier ministre, un risque pour l'ordre public, parce que c'est ça l'objet, sur un truc ridicule, c'est que le film américain, là, il est ridicule et nul aussi, qu'il y ait des gens qui exacerbent des tensions diverses et variées, pas seulement d'ailleurs de l'intégrisme religieux pour forcer le trait, le Premier ministre, il a raison d'interdire la manifestation et je suis très à l'aise pour le dire. Alors on va changer de sujet, on va revenir sur les journées parlementaires. Elles se passent jeudi à Dijon et c'est celle du Parti socialiste. Ça se passe donc à Dijon, pas moins de 30 ministres, 450 parlementaires, une première pour de nombreux députés, mais il y a aussi été marqué par quelques grognes et mécontentements. Les thèmes ne manquent pas, traités européens, mais pas seulement. Pas facile de défendre l'héritage de Martine Aubry. À Dijon, Harlem Désir est accueilli par un sénateur-maire qui n'a pas du tout l'intention de céder l'un de ses mandats. J'y tiens beaucoup parce que c'est un facteur de renouvellement, de promotion de jeunes, ça aide à la parité. Donc on y travaille avec tous les parlementaires. Mais moi, je n'ai pas pris de cet engagement parce qu'on ne me l'a pas demandé, je vous l'ai déjà dit. Donc il ne faut pas confondre ceux qui ont pris un engagement, qui ont signé une lettre d'engagement, c'est leur responsabilité. Et ceux qui avaient été élus avant et auxquels Martine Aubry d'ailleurs n'avait pas demandé de prendre cet engagement. La loi ne peut pas être rétroactive et la jurisprudence Aubry non plus. Martine Aubry avait demandé à tous les parlementaires de s'appliquer le non-cumul avant la fin septembre. Une nouvelle règle du PS qui ne sera pas suivie par tous les grands élus socialistes. La direction du parti refuse de parler de sanctions, mais une loi sera mise en chantier dès que la commission Jospin aura rendu ses conclusions.
Il y aura donc bien un texte de loi sur le cumul des mandats qui traitera à la fois de la question de la limitation des cumuls des indemnités, ça pourrait arriver très rapidement et dès la loi de finances rectificative, et puis de la limitation aussi des fonctions par les élus. Donc cet engagement, il sera tenu. Avec la fin du cumul des mandats, c'est aussi une exception française qui va disparaître. Soyons clairs, la Ve République s'est bâtie avec l'idée de dire bon, on va leur permettre le cumul des mandats, comme ça ils ne seront pas trop souvent à l'Assemblée et ils n'embêteront pas l'exécutif. Là, il va y avoir des députés qui seront présents, dont l'essentiel de l'activité sera le débat parlementaire, la proposition, le contrôle, et donc il faut aussi repenser ce que doit être l'activité des parlementaires. Le texte devrait passer le cap de l'Assemblée sans encombre, mais le Sénat risque d'être un obstacle plus difficile, avec une majorité de gauche un peu plus courte et des sénateurs très attachés à leurs mandats locaux. Jean-Vincent Placé, vous pensez donc que ce texte aura du mal à franchir l'étape Sénat ? Ah ben, mécaniquement, oui, ça, vous savez, dans la vie, il y a l'arithmétique quand même qui rappelle aux réalités. Est-ce qu'il faut une exception pour les sénateurs ou pas dans le cadre de cette loi ? Non, moi je ne suis pas pour l'exception sénatoriale, moi je suis pour l'application de la proposition encore. Vous voyez, je suis vraiment un soutien du président de la République, plus que d'autres. Et soutien au président de la République, soutien au Premier ministre, une loi qui lutte contre le cumul des mandats, un mandat parlementaire, un mandat local non exécutif, comme actuellement les ministres se sont appliqués sans loi d'ailleurs. Et je crois que c'est vraiment extrêmement important que les parlementaires, justement, je le disais, moi je suis pour qu'on revalorise le fait qu'ils puissent avoir plus de moyens pour travailler, des collaborateurs, etc., l'expertise, vous les entendez, les sénateurs, les études. Vos confrères sénateurs, ils disent qu'il nous faut un ancrage local. Non, mais ça, c'est leur argumentation. Moi, mon argumentation, c'est qu'il faut qu'on soit au Sénat présent, qu'on soit utile aux collectivités locales. Ça, c'est important. Et je pense qu'avec le mandat local, justement, à côté, conseil municipal, conseil général, conseil régional, on est, maire de petite commune. Quand on est dans une collectivité et qu'on est en plus parlementaire, on écoute beaucoup. Donc, il n'y a pas besoin, en plus, d'être dans maire adjoint ou vice-président ou président de département. D'accord. Et le non-cumul des indemnités, vous êtes pour aussi ? Oui. Ça passera dans la loi, vous avez entendu Monsieur Vidalis. Moi, je l'ai déjà dit, ces histoires-là des indemnités, faisons ce que les Français veulent, même si, par les coups, il y a beaucoup de relents anti-parlementaires autant que jadis, mais ça, au moins, ça permet de sortir ce débat. Non, mais franchement, c'est pas le truc essentiel, parce que par ailleurs aussi, il y aura le statut de l'élu local, parce que comme justement, le maire, par exemple, ne sera plus député aux sénateurs, il y a énormément de maires qui vivent très chichement des indemnités, qui travaillent à côté, parce que pour le coup, il y a un autre cumul, c'est le cumul de mandats électifs avec une activité professionnelle, etc. Donc, je veux vous dire, dans une démocratie qui se respecte et qui ne veut pas être censitaire, c'est-à-dire où il n'y a pas que des gens fortunés ou des professions libérales, il faut payer ses élus. Donc, il ne faut pas non plus les payer énormément, parce qu'on voit la crise telle qu'elle est, il faut donner l'exemple, mais il faut les payer, et il faut que la transparence soit maximale, et il faut respecter la fonction d'élu, parce que, vous savez, à un moment, tout le monde qui a un certain niveau d'éducation ou de savoir va plutôt s'orienter vers les métiers de l'argent, vers les métiers de la communication, etc., etc. Et non, je le dis parce que attention, aujourd'hui, il faut on peut gagner beaucoup d'argent. La fonction politique est une fonction noble, elle est extrêmement importante, et très sincèrement, quand à 25-30 ans on veut s'engager dans la politique, je vous le promets, il n'y a personne qui est sur la question des indemnités. Il y a peut-être la question du pouvoir, mais la volonté de faire des choses pour nos citoyens. Oui, voilà. Non, mais attention, après, il faut tenir compte de l'opinion. Donc moi, je suis d'accord, si c'est proposé, on le fera. Mais ce qui est important, c'est que le cumul s'arrête, qu'on soit vraiment au Sénat, qu'on soit vraiment à l'Assemblée, qu'on bosse, et pas seulement dans la confection de la loi en amont, mais dans le contrôle après, ça c'est très important, et la question de l'évaluation des politiques publiques, parce qu'aujourd'hui l'efficacité de la dépense est très attendue également, on le voit bien pour les indemnités, mais on le voit surtout pour les investissements, pour les transferts, et là il y a un vrai sujet politique de fond, d'être extrêmement attentif. En plus, ça permettra le renouvellement des générations politiques plus facilement. Oui, non, mais je vois que des avantages au non-cumul des mandats. Nous avons toujours été pour, et permettez-moi de vous dire que chez les écolos, on est plutôt précurseurs sur le sujet, donc voilà. Allez, on va terminer cette semaine avec cette étude édifiante commandée par un comité indépendant sur l'effet des OGM. Les travaux montrent l'apparition de tumeurs chez les rats dès le 4e mois de consommation. L'étude, évidemment, relance la polémique sur la consommation d'OGM et aussi sur le problème des expériences menées pour l'instant par les producteurs d'OGM. Jérémy Hartmann. Des images chocs
qui font frémir. Partout dans la presse ce matin, les mêmes photos de rats, littéralement déformés par des tumeurs grosses comme des balles de ping-pong. Pendant 2 ans, ces rongeurs ont été nourris au maïs transgénique. Les résultats sont dévastateurs. Les rats malades sont 2 à 3 fois plus nombreux que ceux nourris au maïs classique. Menée dans le plus grand secret par une équipe de scientifiques français, l'étude relance le débat sur la nocivité des OGM pour l'homme. Le gouvernement a immédiatement saisi l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour expertiser les résultats. Si les conclusions de cette étude sont validées par rapport à ce qui est présenté dans cette étude, les risques de toxicologie et de toxicité ayant été prouvés, à ce moment-là, des décisions importantes seront prises, et en particulier au niveau européen, pour interdire l'importation de ce type d'alimentation. C'est la première fois qu'une étude aussi longue est menée sur les OGM. 2 ans d'expérimentation, alors que la durée maximale des précédentes recherches n'a jamais dépassé les 3 mois. L'expérience a été menée avec du maïs transgénique NK603, traité avec l'herbicide Roundup de la firme Monsanto. Sa production est interdite en Europe, mais pas son importation. Jean-Vincent Placé, on voit un ministre de l'Agriculture français très réactif sur la question. Oui, je suis très content de la réactivité de Stéphane Le Foll. Je crois qu'il a pris conscience du danger que nous attirons, nous les écologistes, depuis longtemps sur le problème des OGM. Alors toujours on dit ah oui mais vous êtes contre la science, etc. Nous on n'est pas du tout contre la science. Je veux vous dire qu'aujourd'hui qu'il y ait de la recherche sur les OGM, c'est paraît important, mais il faut appliquer le principe de précaution. Une proposition de loi garantissant l'indépendance des études scientifiques. Comment arrive-t-on à ça? On en arrive à ce que parmi les 200 études qui ont été faites sur le sujet, la plupart ont été financées par 2 grands groupes bien connus, Monsanto, BASF. Et vous allez rire, si j'ose dire, c'est que ce sont les 2 principaux producteurs de ces OGM. Et études à 3 mois. Oui, tout à fait, 3-4 mois. Et là, pour le coup, l'étude a été faite sur 2 ans. Comment garantir cette indépendance? Eh bien, nous voulons faire en sorte qu'il y ait d'une part de la recherche publique qui puisse se faire sur ces sujets, et que quand il s'agit de recherche privée, les choses soient extrêmement claires, qu'on sache qui finance et dans quelles conditions. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on doit avoir une indépendance de l'expertise qui est un vrai sujet, qui doit être indépendante d'ailleurs, je le dis, des écologistes, et indépendante des grands groupes privés. La France peut intervenir sans l'Europe sur cette question? Alors, nous avons déjà pris des décisions au niveau national. On ne fait pas de culture, par exemple, du fameux Monsanto 810, qui est permis en Europe, qui se fait notamment en Espagne. On ne fait pas de culture du tout, d'ailleurs. Oui, il y en a 2 qui sont permis et on ne fait pas de culture du tout. Et il y en a 46, je crois, qui sont permises au niveau européen. Il y a un débat que nous portons, les écologistes, principe de précaution, interdiction de la culture, et puis aussi le fait qu'on tolère le 0,9% dans des OGM dans les produits. Vous savez, vous en avez plein, dans les céréales, dans les sauces, des plats cuisinés, etc. etc. Et je pense qu'on doit avoir une vision citoyenne, une vision d'expertise, et que cela doit être interdit le plus vite possible. Ça, mais d'accord, la France l'interdit, l'Europe, elle, le préconise. Oui, mais on en consomme quand même. On ne peut pas mettre des frontières. On ne produit pas, on le consomme quand même. Dans les produits qu'il y a dans vos supermarchés, il y en a. Et donc ça, il y a une information à faire au niveau des citoyens et citoyennes. Nous, on est pour l'interdiction, bien sûr, mais après, la situation. Et donc, il faut informer les citoyens et les citoyens. C'est obligatoirement marqué sur l'emballage. Oui, c'est déjà le cas. Donc, on sait au-dessus de 0,9%, mais c'est pas suffisant. Alors, sans affoler les gens, est-ce qu'on est véritablement face à un problème de santé publique? Non, mais il faut affoler les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le sujet? C'est que depuis, je suis désolé, je vais prendre un peu de temps là-dessus, mais on est 7 milliards aujourd'hui. On sera 9 milliards dans 30 ans. Effectivement, en 1930, on était 2 milliards. Donc il y a eu des sauts technologiques fabuleux dans l'alimentaire, la recherche, l'innovation. On est pour. Ça a permis de nourrir la planète. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On n'essaie pas seulement de nourrir la planète, on essaie d'intensifier à fond pour le libéralisme, le capitalisme, la maximisation des profits, etc. Et quand je dis ça à des grands groupes, ça fait le révolutionnaire, mais c'est très inquiétant. Et voilà pourquoi nous sommes très attentifs, nous sommes très inquiets. Et c'est pour ça la question des pesticides, OGM, pesticides, agrocarburants que nous portons, le diesel aussi, le kérosène, c'est extrêmement dangereux. Ça a des impacts de santé-environnement énormes. Et je suis content que cette étude ait attiré l'attention sur le sujet. Voilà, la lutte continue. Merci beaucoup Jean-Vincent Placé. Merci d'être venu dans notre émission Parlement Hebdo. Merci Aude. Merci, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Au revoir. Merci.